Donc plutôt que d'aller investir une nouvelle machine, on se pose d'abord la question, comment je peux améliorer le rendement de ma machine existante? Parce que j'ai une réserve de capacité quasiment 2 x 2. Ça veut dire ça, par exemple, investir intelligemment. Donc, autre exemple, les extensions usines. J'ai vécu dans un groupe, Forestia pour ne pas le nommer, où les extensions usines étaient quasi interdites. Le premier qui soulevait une demande d'investissement de 1, 2, 3 millions pour étendre une usine, il recevait la visite des gens du groupe, et puis en creusant, on pouvait voir que si on réorganisait différemment l'atelier, on pouvait gagner la surface nécessaire pour éviter les temps. Donc, en l'occurrence là, c'est vraiment couper l'investissement, mais couper l'investissement en le couplant d'une réorganisation du flux interne pour que ça passe au niveau surface. Et là, il y a des techniques. Plein de techniques pour y arriver. Voilà, donc effectivement, un des leviers, ça peut être investir plus intelligemment. Parce que investir dans une extension usine, ça veut dire prendre le pari sur les volumes futurs. Si les volumes futurs ne sont pas là, on va se prendre la dotation aux amortissements sans avoir les volumes, donc les financiers, boum, on prend un coup de massue sur le résultat, impact résultat négatif. Quand vous faites l'inverse, enfin, je suis en train d'anticiper sur les slides, donc je vais en parler après. Donc pour améliorer le retour sur investissement, soit on améliore le chiffre d'affaires, ça on en a parlé au chapitre précédent, donc je ne reviens pas dessus. Soit on réduit les coûts, et là je vais en parler au chapitre suivant. Soit on travaille sur la réduction des investissements, chapitre suivant, et puis la réduction des stocks, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose sur créance client, moins d'aide fournisseur, c'est pas avec le lead que ça se traite, c'est avec d'autres techniques, achat notamment. On fait signer tous les fournisseurs conditions générales d'achat, 45 jours, 60 jours fin de mois, ça va jamais. C'est facile comme tout. Voilà, donc on va parler de ces trois-là, réduire les coûts, réduire les investissements, réduire les stocks, qui ont un impact direct sur le retour des investissements, c'est les utilisations nettes qui vont être impactées. Alors, un imprimeur qui imprime des étiquettes, qui lui ne voulait pas investir une deuxième machine. Et en plus de ça, il savait qu'il pouvait absorber plus de chiffre d'affaires parce que la demande client était supérieure à la capacité usine. Donc le sujet a été, je ne veux pas investir et je veux absorber plus de volume, plus de chiffre d'affaires, plus de volume sur la machine actuelle. Donc on a regardé les fameuses pertes, les fameux 60% tout à l'heure, on a constaté, c'est Philippe qui était sur cette mission, Philippe et Michael, on a constaté que le temps de changement de production avait un impact non négligeable sur le temps d'ouverture global, plusieurs dizaines de pourcents. Donc on a travaillé sur du SMED pour quelque part réduire le temps de changement, bon là de 25%, mais je pense qu'on peut encore faire mieux, de manière à du coup libérer de la capacité, et cette capacité libérée a été utilisée pour absorber plus de volume au lieu d'investir. Absorber le volume du marché qui était là. Donc, non seulement ça a permis d'augmenter le chiffre d'affaires parce que le marché était là, mais aussi d'éviter des investissements. Alors, deuxième exemple. Qu'est-ce que vous voyez là? On a fait un spaghetti. Comment Une organisation spaghetti. Un spaghetti, oui. Alors en fait, c'est tout à fait ça, c'est un spaghetti. Ça, c'était chez le client qui mettait des pneus sur les jantes. Donc il y avait un opérateur qui est ici, qui prenait les pneus ici, non, qui prenait les jantes, pardon, ici, et qui allait mettre la jante dans le bon ordre sur le tapis. Et puis on a fait un chantier d'amélioration avec ces opérateurs. C'était justement le client qui voulait des VSM en premier. Moi j'ai dit non, on ne fait pas de VSM, on fait un chantier d'amélioration pour montrer que ça marche. Et donc dans le chantier, on a fait tracer le spaghetti des déplacements opérateurs par un opérateur. C'est la feuille que vous avez à l'écran. Et donc qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il marche significativement. C'est tous les gribouillis. Et la seule éventuelle valeur ajoutée, qui est éventuelle parce qu'il ne transforme pas le produit,
qui consisterait à prendre la jante, la mettre sur le tapis, elle est polluée par 4 fois cette charge de travail dans les déplacements. Donc le fait de faire cette analyse, valeur ajoutée, non valeur ajoutée, de visualiser les déplacements sur un graphique comme celui-ci, nous a poussé à nous poser quelques questions. Tiens, pourquoi il va tout le temps là? Eh ben, en fait, il va à la poubelle, parce qu'il doit jeter tout un tas de trucs qui lui viennent de la palette. Alors déjà, on s'est posé la question, mais pourquoi il y a autant de consommables sur la palette là? Des trucs à jeter, des charlottes, des machins. Et en fait, on s'est aperçu qu'on pouvait diviser par 2 le nombre de consommables qui étaient sur la palette qui ne servaient pas. Donc mécaniquement, on a divisé par 2 les déplacements. Et il en restait encore. Puis après, on s'est dit, mais bon sang, pourquoi il va aussi loin? Ah, ben parce que la benne, elle est grande comme la moitié du carré des tables. Mais pourquoi la benne est grande comme la moitié du carré des tables? Parce que le cariste, il la vide qu'une fois par équipe ou une fois par jour. Ils sont 3 minutes. Ah. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour... Finalement, si on la vide plus régulièrement, on n'a plus besoin d'une telle benne. Et si on n'a plus besoin d'une telle benne, on peut mettre la poubelle ici. Ah bah oui, donc on a fait ça. On a pris une poubelle, 50 cm au carré, ça de haut, et on l'a mise tout près. Donc là, on ne l'utilisait plus. Alors ensuite, on s'est dit, tiens, pourquoi il va là? Et là? Ah, ben ça, c'est parce qu'il y a des jantes qui arrivent mauvaises du fournisseur, donc il va les mettre sur l'étagère, des non conformes. Très bien. Donc on a pris une action avec le fournisseur, et puis surtout, on a réimplanté. Ces jantes-là, elles n'étaient plus là, après elles étaient de mémoire ici ou ici. Tiens, pourquoi il va là? Ah, il va là parce qu'il appuie sur le bouton départ-cycle du tapis. Ah, ballot. Ben, si on déplaçait le bouton départ-cycle du tapis, si on mettait là, ça irait mieux. Ah oui, c'est vrai. Donc on l'a déplacé. Etc., etc., etc. Le résultat, c'est quoi? C'est que vous passez d'un ratio où il fait 20% de dépose tapis, 80% de déplacement, à un ratio peut-être 50-50 ou 70 tapis, 30 déplacements. Donc forcément, vous allez gagner sur la main-d'œuvre. La question, c'est, là, il était isolé tout seul, comment occuper ce temps-là? Parce que finalement, on a transformé du temps de déplacement en temps d'attente. Alors, il se trouve que le produit qui était en train d'être industrialisé comportait une opération de vissage supplémentaire. Donc, cette opération-là a permis d'absorber l'opération de vissage supplémentaire sans mettre un deuxième opérateur. Donc, plus de valeur ajoutée, moins de déplacement, gaspillage. Donc, des coûts améliorés. Je me permets, ça pour moi c'est un point justement très important à anticiper. Parce que sinon, syndicalement, ça rend chaud. Oui, alors on avait des délégués dans le chantier. Et à chaque fois qu'on implique les délégués dans le chantier, à partir du moment où on est clair sur ce qui se passe, ce que c'est que des gaspillages, là où on veut aller, c'est souvent à 80-90% des bons ambassadeurs pour les délégués qui ne sont pas dans le chantier. Il faut faire attention aussi à ce genre de choses, c'est les dommages collatéraux, parce que quelque part on va charger aussi plus le cariste à ce moment-là. Oui, alors en fait, avant de faire ça, on s'est dit, mais oui, mais est-ce que le cariste, on peut lui demander de passer plus régulièrement? On a observé l'atelier. Et en fait, tous les quarts d'heure, on voyait le cariste passer. Sauf qu'il ne s'arrêtait pas. Il s'arrêtait pour vider la grande benne une fois par jour. Voilà. Donc il se trouve qu'il y avait aussi un team leader, donc on a demandé au team leader de sortir le sac de la poubelle, de le mettre près du cariste à hauteur. Donc le cariste, il avait juste à récupérer le sac. Donc c'était assez bien ficelé de manière à ce que ça... Mais c'est un point très important, c'est-à-dire que si on le fait mal, effectivement, le cariste, on lui pète les joues parce qu'il doit descendre et monter tout le temps, par exemple. Donc il faut réfléchir. Alors, autre exemple, cette fois-ci, c'est un exemple du domaine de l'emballage de pièces de meubles. On avait une ligne d'emballage de quincaillerie et autres planches en bois qui comportait 8 opérateurs. Et en fait, en regardant la vitesse du tapis, qui est ici, le temps de cycle du tapis,
on constate que ces 8 opérateurs ne sont pas du tout chargés jusqu'à la vitesse du tapis. C'est-à-dire que ça, c'est d'attente. Ça, c'est d'attente. Ça, c'est d'attente. Bon, à partir du moment où vous voyez ça, il y a une activité à mener avec les opérateurs pour rééquilibrer, enfin, éviter déjà ce qu'on appelle les variabilités, c'est-à-dire ces variations de temps bizarres, mais aussi rééquilibrer. Pour gagner plusieurs dizaines de pourcents de main-d'œuvre, le potentiel est à 43%, donc un objectif à 10, 15, 20 est tout à fait atteignable. Et là, comment aborder la question avec des gens, c'est un travail 100% manuel, comment leur expliquer que justement sur le graphique on a des temps morts et qu'on va combler les temps morts pour réduire le personnel? Alors, on fait ça au travers d'un chantier qu'on appelle Oshin ou juste à temps, participatif, dans lequel on inclut les opérateurs, l'encadrement de production, les services supports concernés, ligne, méthode et autres sécurité, qualité. Le chantier va durer 3-4 jours, plein de temps. Le premier jour de ce chantier, il y a formation et il y a mesure des temps par les opérateurs. On leur apprend à chronométrer, c'est eux qui tiennent le chrono. Et donc la courbe, on l'a fait, c'est eux qui vont nous donner cette courbe. On l'aura peut-être fait avant pour faire le diagnostic, mais dans le premier jour du chantier, c'est eux qui font cette courbe. Et donc on refait le cheminement intellectuel en disant, bah, vous voyez, ça c'est de l'attente, est-ce que tu as conscience que tu attends? Oui, c'est vrai, j'attends. Et dans ces cas-là, dans le deuxième jour du chantier, on va essayer de rééquilibrer pour que chacun soit... Alors, on va rééquilibrer, mais en même temps, la partie verte, là, qui comporte peut-être des mouvements difficiles, des problèmes d'ergonomie, des choses mal foutues, on va la travailler pour que ce soit plus facile pour les gens. Et donc, quelque part, en la travaillant, il arrive qu'on arrive à réduire ça. Ou tout au moins, il arrive que du coup, quand on rééquilibre, les gens nous disent, mais on ne travaille pas forcément... on fait plus de pièces, mais on est moins fatigué. Si j'avais eu le temps, je vous aurais montré la vidéo de l'opérateur qui dit ça. Peut-être à la fin, en conclusion. On fait plus de pièces, mais on est moins fatigué. Voilà. Donc là, impact assez direct sur les coûts. Simplement, il ne faut pas regarder que les coûts. Les coûts, c'est important. Mais le lean peut impacter bien d'autres dimensions, comme on a vu. Alors ensuite, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont liés de près ou de loin au métier de l'injection plastique dans la salle? Quelle société? D'accord, très bien. Alors, les injecteurs plastiques, généralement, ils sont tous sur le même modèle, dans la grande majorité. Ils ont des presses d'injection en randonnion comme ça, avec des tailles de l'eau. Alors, les tailles de l'eau peuvent varier d'un injecteur à l'autre. Mais un certain nombre sont encore à des tailles de l'eau de plusieurs équipes de production, avec des temps de changement de plusieurs heures. Et effectivement, quand on a ça, eh ben, il faut louer ou acheter un entrepôt pour stocker toutes les pièces injectées. Donc si on loue, c'est du coût au PNL. Si on achète, c'est du CAPEX et de la dotation d'amortissement. Alors, sans parler de la casse, de l'obsolescence, de la main-d'œuvre qu'il faut en cariste, en gestionnaire de stock, en inventaire, du système d'info pour gérer le stock, de que sais-je encore. Comment? Les problèmes qualité. Voilà. Donc, le vrai sujet, et c'est un sujet qui demande beaucoup de courage en injection parce qu'au début, les gens ne croient pas que c'est possible. Le vrai sujet, c'est de dire, mais comment je peux réduire mon temps de changement à une demi-heure ou un quart d'heure? C'est-à-dire divisé par 4 ou divisé par 8. Si je réduis mon temps de changement à une demi-heure ou un quart d'heure, ce qui se fait dans l'injection, les meilleures injections, ils sont là. Peut-être même 10 minutes. À ce moment-là, je peux réduire ma taille de l'eau du même facteur, divisé par 4 ou divisé par 8. Et si je réduis ma taille de l'eau du même facteur, mon stock ici est réduit du même facteur. Donc à la place d'un entrepôt de 10 000 m², j'ai plus besoin que de 2000 m². Ou de 1000 m². 1200. Ok? Donc,